Vous ne attendez pas déjà à cette chaleur humaine? Je suis très content. Donc évidemment vous avez toutes et tous répondu à cet appel qui a été lancé il y a quelques jours, porté par Philippe Bouissou à ma droite pour lancer cette campagne des municipales. Vous le savez ou pas à Ivry, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans cette ville merveilleuse et incroyable d'Ivry-sur-Seine, mais à Ivry on fait des campagnes horizontales, on fait des campagnes municipales où eh bien, les citoyens et les citoyennes sont les premiers concernés et surtout les premiers sollicités pour construire cette campagne. Donc c'est une habitude à Ivry-sur-Seine que de faire ces rendez-vous populaires, ces rendez-vous ouverts pour commencer à réfléchir dans quelques mois donc au municipal le 15 et 22 mars 2026. Alors ce soir on va discuter des valeurs portées par cette liste, de l'état des négociations à gauche pour réussir à la composer, mais aussi du contexte national parce qu'évidemment aussi merveilleuse que Ivry soit-elle, eh bien, il y a un contexte national qui est quand même très dur, très anxiogène et dont on aura l'occasion de reparler. Voilà. D'abord Philippe, il faut commencer par redire, pour placer un petit peu le contexte de cette campagne, que les communistes eh bien, t'ont élu il y a déjà plusieurs mois de ça pour porter cette liste-là. Est-ce que tu peux nous redire sur quelles valeurs est-ce qu'on t'a mandaté pour porter cette liste? Alors, d'abord, bienvenue à toutes et à tous et vraiment merci à vous d'être là parce que c'est impressionnant. Alors, on n'a pas osé parce qu'on fait preuve, et c'est le signe qu'on veut donner dans cette campagne, de modestie et de co-construction. On a pris une salle peut-être un peu petite, mais en tout cas, voilà, on se tient chaud et merci vraiment d'être là et merci à toi, Mejdaline, d'avoir accepté encore une fois d'animer ce débat. Alors comme tu l'as dit, il y a plusieurs mois, les communistes d'Ivry m'ont confié la mission que je vais essayer de résumer de la manière la plus courte et la plus synthétique possible, qui est d'essayer de rassembler un arc de rassemblement de la gauche de transformation le plus large possible, et en même temps, c'est un mot qui est un peu banni en ce moment, donc je m'excuse de l'utiliser, de construire les choses comme nous l'avions fait en 2020, avec une composante importante de citoyennes et de citoyens. C'est arc de rassemblement politique et ne rien lâcher sur l'innovation qu'on avait portée en 2020 du point de vue d'un tiers de notre liste qui était composée de citoyennes et de citoyens qui avaient été désignés par les citoyens eux-mêmes. L'autre aspect, c'est qu'on se nourrit de ce qu'a été le nouveau Front populaire à l'occasion des élections législatives, quand Macron a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. La seule façon que nous avons eue tous ensemble d'éviter que le Rassemblement national arrive à Matignon, ça a été l'unité et l'union absolue de toutes les forces de gauche. Et les citoyennes et les citoyens, les électeurs et les électrices, ils ne s'y sont pas trompés. Ils ont été capables de faire que le Rassemblement de la gauche soit la première force politique à l'Assemblée nationale et d'éviter, pour un temps que j'espère définitif et durable, que le Rassemblement national et ses idées d'extrême droite et ses idées racistes, ses idées de division de la société et de défense absolue du libéralisme et de toutes les lois capitalistes qui nous oppriment aujourd'hui, eh bien, le vote des électeurs et des électrices a permis d'éviter ça. Et à Ivry, construire une dynamique pour les municipales, c'est aussi créer les conditions d'éviter ça en rassemblant toute la gauche avec les citoyennes et les citoyens. Donc c'est cette envie de poursuivre sur cette union de la gauche. Alors juste pour continuer... Non mais allez-y, mais je vous en prie. C'est la partie happening de la soirée, pas de problème. Donc sur les derniers mois, pour continuer à mettre du contexte, ils sont passés il y a 5 minutes. Donc, pour continuer à mettre du contexte, il y a eu un premier échange avec un premier cercle, on va dire, en mai au Douende. Il y a eu début juillet au café de la mairie, retransmis sur les réseaux, puisque la ville d'Ivry est extrêmement connectée, la majorité extrêmement connectée. Des longs échanges sur le fond, et notamment avec l'opposition municipale, qui ont permis de pousser les valeurs justement et les opinions politiques qui avaient été portées par la municipalité, en prenant un petit peu de distance, Philippe. Comment toi, sur les dernières années, est-ce que quel bilan, est-ce que politique pour la majorité, est-ce que tu portes? Alors, il ne s'agit pas de reparler de ce que vous avez fait sur l'Urba, à tel rond-point, etc. Là, mais c'est bien d'avoir une vision un peu globale de l'action de la majorité et de son fonctionnement. Alors,
Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'on a traversé un mandat qui a été très particulier, qui s'est ouvert en 2020 sur la période du Covid. On a connu des moments de repli sur soi, des moments voilà, de repli, de malaise collectif avec ce Covid, et ça a quand même marqué de manière extrêmement négative le début de notre mandat. Il a fallu faire face à une période où les gens avaient souffert, où les gens avaient été plutôt isolés, dans des grandes difficultés. Et donc notre début de mandat, il a été marqué par ça. Malgré tout, on a réussi à réaliser des choses importantes dans le domaine politique. Alors, comme tu le dis, Mejdaline, je ne vais pas ici égrener. C'était l'objet du truc un peu original qu'on a fait au Café de la Mairie avec les groupes d'opposition pour mettre en matière vivante, je serais tenté de dire, le mandat municipal. Mais pour moi... C'est bien de se retrouver dans des cafés. Oui, puis c'est bien de se retrouver dans des cafés. Il y avait un petit côté pour les plus anciens d'entre nous, où on souhaitait faire un truc façon droit de réponse avec Michel Pollack, etc. Mais bon, je crois on n'était pas loin quand même, on n'était pas loin. Mais du coup, ce qui a aussi marqué vraiment très fortement ce mandat, moi je dis, mais c'est pas pour être dans la flagornerie ou dans tout ça, mais pour moi, qui suis élu depuis 1995 dans cette ville, même si ça ne se voit pas, j'ai pris dans ce mandat beaucoup de plaisir et d'enthousiasme politique, notamment du fait de la présence à nos côtés de ce fameux tiers citoyen dont on a beaucoup parlé, qui nous ont, je crois, été des aiguillons extrêmement précieux pour nous obliger à sortir des pratiques politiques habituelles où on s'affronte parfois entre blocs politiques, entre groupes avec des idées souvent différentes, mais où on peut faire la comptabilité des voix presque à l'avance. Le tiers citoyen, il n'a pas opté pour telle ou telle force politique, il ne s'est pas constitué en groupe, il a été un aiguillon fondamental pour nous pousser à chaque fois à aller au bout du débat, à tout expliquer, à tout mettre sur la table, à faire un exercice de transparence. Et ça aura été dans ce mandat, dans le bilan politique qu'on peut en tirer, quelque chose d'extrêmement précieux. Et je crois qu'on n'a rien lâché sur... j'ai tendance à dire en ce moment qu'il y a 3 domaines, et ça je l'ai attrapé au Duende, tu y faisais allusion tout à l'heure. Alors je ne sais pas si Jean-Luc Carbonari est dans la salle. S'il n'est pas là, ça va se remarquer. Il est là, Jean-Luc Carbonari? Parce qu'il avait dit ce soir-là un truc extrêmement important dans la soirée. Il avait dit gérer une ville, c'est être constamment sur 3 champs permanents. Celui de la résistance et du combat. Et je crois que pendant ce mandat, dans beaucoup de domaines, on aura été dans la résistance et dans le combat. Je vais donner 2 exemples. Je vais donner l'exemple de la lutte qu'on vient de mener pour avoir le droit de prendre position pour la création de l'État palestinien et l'arrêt du génocide à Gaza, où il a fallu se battre, résister aux pressions de l'État, etc., et où la population ivrienne a été au rendez-vous de cette mobilisation. Je vais en prendre... Il n'y avait qu'une vingtaine de communes en France qui l'ont fait, c'est dire à quel point Ivry, à ce moment-là... Voilà, a été à sa place, à son bon endroit, comme on dit dans le milieu du spectacle. Donc ça, c'est le premier champ, celui de la résistance et du combat. Il y a aussi le champ de porter des innovations à l'échelle de la gestion pour pouvoir avancer sur quelque chose qui puisse inspirer une alternative nationale. On se dit souvent, ce qui est possible à Ivry, pourquoi ça ne le serait pas au plan national et pourquoi on ne pourrait pas trouver des choses fondamentales, des exemples. Et pour ne pas être long, je vais en donner 2, peut-être 3. Le premier, c'est que grâce à l'établissement public territorial, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, on a réussi à créer une régie publique de l'eau, à sortir du CEDIF et à sortir de ça. On a réussi aussi, dans un cadre plus municipal, à créer une régie publique du chauffage urbain, de profiter de la fin d'une DSP pour faire tout ça. Et reconquérir de manière populaire les choses fondamentales, des besoins fondamentaux des habitants, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et notre 3e volume, c'est celui qui est le moins intéressant dans la gestion et qui parfois suscite le plus de débats et de difficultés avec la population, c'est celui du compromis de gestion
qu'on est obligé de faire en permanence parce qu'on gère une ville dans un monde qui est dominé par le capitalisme et le libéralisme, et de temps en temps, ça nous oblige à des compromis, mais on essaye toujours de faire les compromis les plus riches et de ne pas feindre d'être content de faire ces compromis. Donc voilà un peu sur la dimension bilan, mais le tiers citoyen, il est au cœur de ce bilan important. On va revenir au tiers citoyen. Alors il y a Chantal Bourvic qui a envie de faire un aller. Vas-y. Oui, on peut tout à fait laisser passer du genre. C'est la deuxième partie du happening. Voilà, allez-y, voilà. Asseyez-vous. Allez-y, on vous applaudit même au passage. Allez-y, allez-y. Alors, on reparlera du tiers citoyen tout à l'heure, Philippe, parce que forcément, il faut en reparler, mais puisque tu disais être dans une ville, c'est aussi résister, et tu disais que voilà, tu étais élu depuis très 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 longtemps. Tu nous as dit que c'était particulièrement dur en ce moment, mais quand on est citoyenne, on ne se rend pas toujours compte finalement de est-ce que la période politique elle est vraiment plus dure qu'il y a 10 ans. À gauche on dit souvent que la période elle est très très dure. Donc est-ce que cette période elle a été si dure que ça, ou qu'est-ce qui a fait que là pour une municipalité c'est compliqué de gérer avec Emmanuel Macron au pouvoir? Est-ce que c'est parce que la ville a moins d'argent, parce qu'on donne moins d'argent aux municipalités? Est-ce que c'est ça la principale raison? Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a énormément d'autres. D'ailleurs, je pense que le principal sujet que nous aurons et qu'on a d'ores et déjà dans la période qui s'ouvre, c'est de protéger les plus fragiles d'entre nous. Ce qui vient de se passer tout au long du mandat, et bien qui a commencé d'ailleurs bien avant, c'est que parfois, je le dis aux habitants, quand il y a des mécontentements tout à fait légitimes qui s'expriment, ce qui se dégrade au premier chef, c'est pas seulement la ville. Assez souvent, on me dit la ville se dégrade, tel sujet, ça va pas, ça va pas. Ce qui est en train de se dégrader profondément, c'est la vie des gens. C'est la vie des habitants qui sont confrontés à de plus en plus de difficultés. Tout augmente, il y a une crise de l'énergie, il y a une crise de l'inflation, et la vie des gens se dégrade. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'assez souvent la municipalité, ses services publics, qui sont extrêmement importants, constituent un des derniers remparts face à la difficulté des gens. Et ce qui s'est passé toutes ces dernières années, avec un gouvernement qui, il ne faut pas se raconter d'histoire. Ils ont dit on n'est ni de droite ni de gauche, etc. Tout ça, c'est du blabla et c'est du mensonge. Ils sont de droite, ils défendent les intérêts du grand patronat, du libéralisme, et ils sont là pour servir la logique du fric, et ils sont là surtout pour essayer de dégager des parts de marché pour le privé et la rentabilité. Et nous, nos résistances, avec un service public qui, à Ivry, est beaucoup plus large que ce qui peut exister ailleurs dans des communes de même importance. Alors là aussi, je vais éviter, hein, mais je l'aligne d'en parler des heures, mais je voudrais citer quand même quelques domaines dans lesquels ce service public constitue un véritable... un véritable bouclier, voilà, pour protéger les gens dans leur quotidien. Je pourrais parler de la culture, je pourrais parler de l'accès au sport, je pourrais parler d'avoir un centre municipal de santé à Ivry, je pourrais parler du sublime centre médico-psychopédagogique qu'on vient d'inaugurer. Voilà, je pourrais parler des maisons de quartier qui créent une dynamique importante. Tout ça, c'est du service public. Et ça, l'État veut le remettre en cause. Ça fait 10 ans que je suis maire, ce qui est un tout petit délai. Hein. En 10 ans, si les règles financières que l'État impose aux collectivités locales n'avaient pas régressé, ne s'étaient pas transformées, nous aurions dû commencer l'année 2025 avec 15 millions de recettes supplémentaires. Je ne dis pas qu'on a perdu 15 millions en 10 ans, je dis qu'on les a perdus par rapport à il y a 10 ans, que pour l'année 2025. Et cette année, dans le projet de loi de finances, et j'en profite pour saluer mon ami et camarade Pascal Savoldelli, que j'ai vu, qui est là, sénateur du Val-de-Marne, il est dans la salle, voilà. Non, j'en profite pour caser ça, parce que comme le projet de loi de finances est en ce moment examiné au Sénat, et dans le projet de loi de finances dont vous entendez les uns et les autres beaucoup parler dans les médias, ils envisagent encore, par exemple pour la ville d'Ivry, de nous retirer 2 fois plus de millions, c'est-à-dire qu'ils vont nous repiquer à peu près 3 millions, c'est ce qu'a commencé à me dire Warda, qui est dans la salle,
3 millions en plus que l'année dernière. C'est-à-dire qu'en 2026, je dirais aux habitants, on commence le budget 2026 avec une perte de recettes équivalente à 18 millions d'euros. Et 18 millions d'euros, les fonctionnaires territoriaux qui sont dans la salle se rendent bien compte de ce que ça pèse. Donc on veut nous faire réduire le service public à tout prix. Et ça, c'est ce qui a marqué ces 10 dernières années, pas seulement Macron. Il y en a d'autres qui s'y étaient largement employés avant. Et ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ils essayent de nous asphyxier, mais ce n'est pas nous qui veulent asphyxier, ce n'est pas le pouvoir des élus locaux ou je ne sais quoi. Ils veulent asphyxier la capacité du service public à répondre aux besoins des gens. Et un dernier mot là-dessus, il y a une chose dont nous sommes, les élus sortants, particulièrement fiers. C'est notre pratique tarifaire du quotient familial qui constitue le meilleur bouclier face aux difficultés des gens. Quant à Ivry, un enfant d'une famille en grande difficulté peut avoir un repas avec 5 composants, 34% de bio, avec 20 centimes d'euros. C'est beaucoup mieux que la cantine à 1 euro, c'est beaucoup mieux même que la gratuité parce que ça respecte la dignité des gens et chacun à Ivry paye, et je pourrais citer l'exemple du conservatoire, de tout ça, mais je m'en tiendrai là. Mais en tout cas, les attaques qui sont contre nous, et peut-être tu me poseras la question, font que le prochain mandat devra forcément être un mandat de combat et de résistance, et qu'on ne pourra pas dire dans ces élections municipales, demain on rase gratis et on fait des promesses qu'on ne nous permettrait pas de tenir. Donc c'est le combat, et ce que j'espère aussi, c'est qu'en 2027, il y aura des vrais changements politiques qui permettront de prendre une autre orientation, et ces changements-là, on va essayer de les porter et de les inspirer. Je crois qu'on est starté. Effectivement, on a toutes et tous en tête évidemment ce rendez-vous de 2027. Philippe, ça sent avec les applaudissements, avec le monde qui est là dans la salle ce soir, il y a une vraie adhésion à tout un tas de valeurs que tu as citées. L'une des raisons pour lesquelles on est là ce soir, c'est pour réussir à comprendre qui va porter ça, qui va l'incarner au niveau de la liste. Et les gens, s'ils sont venus ce soir, c'est aussi pour en savoir plus à ce propos. Où est-ce que ça en est, les discussions à l'intérieur de la gauche ? Alors, ça fait déjà quelques mois qu'on y travaille, hein, on n'a pas commencé. Et moi, je trouve qu'on n'est pas en retard, qu'on est juste dans le bon créneau, parce qu'il faut aussi qu'on ait en tête ce que vivent les gens aujourd'hui avec toutes les incertitudes de leur vie quotidienne, mais aussi du calendrier national. On ne sait pas s'il va y avoir une démission du président, s'il va y avoir une nouvelle dissolution du Parlement qui pourrait impacter. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les élections municipales, je vous le dis, retenez la date, elles auront lieu le 15 et le 22 mars, et ça a l'air d'être gravé dans le marbre. Mais d'ici là, il peut y avoir des dissolutions, des tas de choses. Donc on a pris effectivement du temps pour faire le bilan de mandat et pour construire la perspective de la suite. On a fait de premières réunions dès le mois de juillet, où on a essayé de rassembler toutes les organisations politiques. On a réuni toute la gauche d'Ivry. On s'est, comme je le disais tout à l'heure, inspiré de ce qu'a été le NFP, qui a quand même réussi à barrer la route au Front National et à faire qu'il ne soit pas majoritaire. Et on ne s'est pas dit, il y a deux gauches dans ce pays qui seraient irréconciliables. On s'est dit, on va s'adresser à tout le monde. On a ouvert la piste en posant une condition fondamentale, c'est que les valeurs sur lesquelles je pourrais parler pendant des heures, c'est pas négociable. C'est-à-dire que la solidarité, le fait qu'Ivry demeure dans l'avenir une ville populaire, une ville solidaire et métissée, où chacun a des droits, où chacun trouve sa place, c'est pas négociable. Ça, c'est la base, je dirais, politique extrêmement réduite et synthétique que je peux donner. On a ouvert le débat. Le Parti socialiste a malheureusement décidé de partir tout seul sur une autre dynamique. Moi, je ne m'en satisfais pas parce que je trouve que voilà, le NFP, le rassemblement de toutes les forces de gauche est quelque chose d'important. Et je ne veux pas porter moi-même et à Ivry sur la liste l'idée qu'il y aurait dans le pays deux gauches irréconciliables parce que c'est fermer la porte à l'avenir au niveau national si on fait ça. Mais je dirais qu'il y a un dont-acte. Donc sont restés aujourd'hui autour de la table de discussion un arc de rassemblement dont s'il se concrétise par la signature d'un accord politique, je serais vraiment super content.
Merci Isabelle. Je serais vraiment super content. Les écologistes qui font partie de la majorité sortante sont disponibles et il nous reste 2-3 sujets à régler, mais ils sont disponibles et ils sont enthousiastes pour y aller. La France Insoumise considère que les propositions que nous leur avons faites pour venir sur la liste leur permettent. Je crois même avoir eu écho que la dynamique locale de la France Insoumise avait validé nos propositions comme étant des propositions respectueuses. Et donc, ils attendent évidemment que, du point de vue des accords départementaux, nationaux, les choses soient calées. Mais voilà, il y a une vraie dynamique qui peut s'engager. Donc ça, j'en suis super content. L'après, qui avant s'appelait Ensemble, qui a décidé de nous rejoindre. Génération, qui était avec nous dès le début de 2020 et qui est avec nous aujourd'hui, et le NPA, qui viendra sur notre liste. Ah, le NPA, voilà, à ne pas confondre avec une place, je dirais, un petit peu particulière, qui est une place de non-contrainte à la solidarité de gestion pour respecter la dynamique révolutionnaire portée par ses camarades. Mais je suis très, très, très fier que le NPA puisse venir apporter sa force. Ce sera une originalité ivrienne, je crois, mais en tout cas, j'en suis super heureux. Il y a un écho, le NPA A. Voilà, le NPA A. Et je n'oublie pas non plus, évidemment, alors j'espère qu'ils vont applaudir quand même, parce que je ne les ai pas cités, mais les communistes d'Ivry, qui sont évidemment présents sur cette liste. La porte est également ouverte à CCI, qui n'a pas répondu. Je l'ai dit au début, Sarah, les écologistes. Tu veux que je le dise 2 fois? Les écologistes avec enthousiasme, qui vont continuer cette belle aventure avec nous. Et donc, on laisse la porte ouverte à Convergence citoyenne ivrienne, qui ne s'est pas encore prononcée. Chacun sait que nous avons eu quelques ruptures au cours de ce mandat, une sortie de majorité. Donc, on leur propose de revenir sans participation à l'exécutif, mais pour reconstruire avec nous. Et alors, surtout, le plus important, c'est qu'on est tous d'accord et enthousiastes pour donner, pour reconnaître, voilà, on va le dire comme ça, de nouveau une place importante pour les citoyennes et les citoyens. Mais il a fallu, pour élargir le rassemblement, que tout le monde fasse un peu de place, notamment ceux qui étaient les plus nombreux dans le mandat de 2020. Les communistes, et je souhaiterais qu'on les applaudisse, ont accepté de reculer un tout petit peu de leur poids dans dans l'équipe précédente, mais voilà, on sera un vrai tiers de communistes dans cette affaire, en me comptant moi dedans, et on a bien sûr une place importante pour les citoyennes et les citoyens, et un des chantiers extrêmement fort qu'on a devant nous, c'est celui de... Mais peut-être que tu avais prévu de me poser une question là-dessus. Je ne dis pas dans... Mais j'allais parler du tiers citoyen moins, donc si c'était... si tu veux qu'on parle du tiers citoyen, ça s'enchaîne bien maintenant. Ça s'enchaîne très bien maintenant. C'est comme tu veux. Alors, je vais te poser la question. Alors, Philippe, dis-moi, le tiers citoyen... Non mais en vérité c'est quand même, et c'est très intéressant ce que tu viens de dire par rapport au fait que les communistes ont accepté de reculer un peu, parce que parfois on veut l'union, mais on ne peut pas non plus faire de place. Là c'est le choix qui a été fait, et c'est très intéressant à ce propos. Le tiers citoyen, tu l'as dit tout à l'heure, ça a commencé par le Covid, et on peut imaginer, quand on n'est pas au cœur de la majorité, que potentiellement les citoyens, les citoyennes qui ont rejoint la liste et qui étaient potentiellement les moins structurés politiquement, qui étaient moins passés par des organisations, ont peut-être connu le plus de difficultés. Toi, tu as l'air de dire que ces citoyens, ces citoyennes, ils ont apporté énormément, au point que ça ne fasse pas débat, j'ai l'impression, le fait de nouveau faire appel à la population pour dire évidemment qu'il faut qu'il y ait un tiers citoyen. Donc c'est une expérience ultra positive. Alors, le sujet qu'on a aujourd'hui, à propos de ce tiers citoyen, c'est que quand on l'a initié en 2020, et je tiens à dire ici que c'était une proposition politique
qui était présente dans le débat dès le début. C'était pas un pis-aller ou une fuite vers quelque chose parce que l'union des forces de gauche n'avait pas été possible. C'est une proposition qui a été mise sur la table dès le début, en 2020, qui était une proposition des communistes qui disait un tiers de communistes, un tiers de citoyennes et de citoyens et un tiers des autres forces de gauche. À l'époque, on n'a pas réuni d'autres forces de gauche, à l'exception de Génération, d'Ensemble, des communistes, etc., etc. Ensuite, les écologistes nous ont rejoints, mais c'était d'ores et déjà une proposition politique qui était dans le paysage politique dès le début. Et donc, on a fait une expérience nouvelle. Personne dans le tiers citoyen n'était candidat à l'époque. Et je me souviens de quelques-uns d'entre vous, parce que j'en ai vu dans la salle ce soir. Quand ça leur est tombé dessus et quand ils ont vu que dans les consultations, dans les quartiers où il y avait un bulletin de vote et où la question qu'on a posée aux habitants, c'était dites-nous autour de vous, dans votre quartier, dans l'association où vous militez, qui vous aimeriez voir au conseil municipal, qui vous semblerait utile pour aider à mettre les choses en œuvre. Et il y a des gens, je pense notamment à une de nos camarades, alors si j'en cite une et que je ne cite pas les autres, je vais me faire arracher la tête, mais je vais quand même la citer. Il y a Claire Blondet qui est au bout de la salle. Quand j'ai été la voir pour lui dire, dis donc ton nom il est vachement sorti, et le collectif de travail qui se met autour, il pense que tu es un profil super, tu habites le quartier Louis Bertrand, tu es militante, etc. Elle ne s'y attendait pas du tout. Et pratiquement vous tous ceux qui ont été, toutes celles qui ont été désignées, s'y attendaient pas. Aujourd'hui, le sujet qu'on a, c'est que quand on a conduit une innovation pareille il y a 6 ans, comment on la prolonge et comment on continue cette innovation dans les proportions moindres que ce qui était la dernière fois, parce qu'il faut que tout le monde fasse de la place, et donc du coup, il y aura une composante de citoyennes et de citoyens qui sera plus proche du quart citoyen que du tiers de citoyens, mais ce que je dis, c'est que le tiers-État, ce n'était pas forcément une question de quantité, c'était une question de poids dans la société française au moment de la Révolution. Et du coup, maintenant, par exemple, il y a une question qui se pose. Est-ce que le tiers citoyen sortant, il doit être complètement renouvelé, ou est-ce qu'il doit être partiellement renouvelé, ou est-ce que ceci, ou est-ce que cela ? Il va falloir qu'on construise des réponses à ces questions. Moi, ça, c'est pas encore tranché. Et ça, c'est pas tranché, mais on va se mettre au travail très vite. Et moi, j'ai un avis, donc je vais le donner, et on verra, chemin faisant, comment on fait tous ensemble. C'est pas moi, c'est pas les organisations politiques qui doivent décider de quels citoyennes ou citoyens pourraient être reconduits ou renouvelés. C'est les habitants eux-mêmes. Et il faut qu'on trouve un moyen que les habitantes et les habitants eux-mêmes décident de qui doit continuer ou pas et de qui doit renouveler ou pas ce tiers citoyen. Parce qu'il y aurait quand même une injustice quelque part. C'est-à-dire que quand on est issu d'une organisation politique, on peut être, vous voyez, moi ça fait 30 ans que je suis élu à Ivry, mon parti m'a fait la confiance de me renouveler sa confiance justement à plusieurs reprises. Je vais aborder un 6e mandat municipal avec enthousiasme et énergie et détermination. Mais le sujet, c'est pourquoi les politiques, on aurait le droit d'être renouvelés et que les citoyens, il faudrait tous les renouveler. Parce que ce qu'on veut finalement, c'est amorcer de manière modeste, encore une fois, le partage du pouvoir à une plus grande échelle. Et le partage du pouvoir... C'est modeste, mais c'est bien de le dire et de le souligner. Et de le souligner. Et le partage du pouvoir, il peut aussi avoir comme conséquence que des citoyennes et des citoyens qui n'étaient pas destinés, qui n'étaient pas labellisés par une organisation politique, puissent, si les habitants le décident, ils doivent remettre leur mandat. Comme nous, on remet nos mandats, nos partis, et où on redécide du début. Mais il n'y a rien qui interdit que les citoyennes et les citoyens disent celle-là, celui-là, il a tellement bien fait le travail pour lequel on l'avait mandaté qu'il doit continuer ou qu'elle doit continuer. Et il faut qu'on arrive à construire ce renouvellement du tiers citoyen, mais on s'est posé un défi en 2020, et c'est un nouveau défi qui se pose à nous pour réussir de nouveau cette expérience qui, je crois, en France, et en tout cas dans une ville de l'importance d'Ivry, avec plusieurs dizaines de milliers d'habitants, est assez unique. Donc on est sur un domaine d'innovation, et je suis sur mon 2e bout, là, l'inspiration d'alternatives à l'échelle nationale qui peuvent montrer que les citoyens, ils ne s'en moquent pas de la politique et qu'ils sont capables, quand ils décident de venir mettre les mains dans la gestion, de nous aider à faire des trucs qu'on n'aurait pas fait sans eux, et de réinterroger nos pratiques
et notre manière de faire de la politique. Et ça, c'est extrêmement précieux. Et je profite de l'occasion pour les remercier toutes et tous des efforts qu'ils ont faits et de tout ce qu'ils nous ont, je dirais, mis dans la figure des fois pour nous obliger à être un petit peu différents et à ne pas penser que tout est acquis d'avance et qu'il faut débattre de tout, jusque parfois dans le moindre détail. Vraiment. Du coup, Philippe, dans ce cadre-là, il faut forcément parler de la proposition que vous allez déjà, a priori, mettre en place, du statut de conseiller associé. Je t'avoue que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis fière d'être de cette ville et je suis fière d'être de ces gens qui portent ces idées-là. Explique-nous ce que c'est que le statut de conseiller associé. Ça alors, je vais essayer d'être bref, mais c'est un sujet autour duquel on tourne depuis très très longtemps à Ivry. Comment c'est possible d'accepter que la population d'Ivry, quand on fait le recensement, il y ait à peu près 18%, 19, 20% des habitants de cette ville qui sont de nationalité étrangère. Je ne parle pas des doubles nationaux qui sont aujourd'hui nombreux au conseil municipal. Je ne parle pas des personnes qui ont une nationalité européenne et qui, eux, peuvent voter, peuvent être élus au conseil municipal. Je parle de toutes celles et tous ceux qui habitent notre ville, qui sont de nationalité étrangère. Peu importe que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Sud, enfin, quels que soient, tous ceux qui sont étrangers non communautaires dans nos villes n'ont ni le droit de voter, ni le droit d'être élus. Et ça, c'est très injuste. Et on représente quasiment un quart de la population. Il représente un quart de la population. La comptabilité de ces habitantes et de ces habitants dans le comptage que fait l'INSEE, dans ce qu'on appelle le recensement, il compte dans la population et il compte sur le nombre d'élus qu'il va y avoir au conseil municipal. Et ils n'ont pas le droit d'en faire partie et ils ne votent pas. Donc ça, c'est une profonde injustice. Alors, j'ai un de mes grands prédécesseurs, puisque en ce moment, on marque aussi le centenaire de la gestion d'Ivry avec un maire communiste à la tête des équipes municipales qui se sont succédées. Il y a un de mes prédécesseurs que peut-être certains d'entre vous ont connu. Il a été maire jusqu'en 65 et il est mort, je crois, en 1971. Tout le monde est très très jeune ici. Oui, ben c'est ça. Mais je cherchais quelqu'un qui pourrait. Ma grand-mère n'est pas encore arrivée. Voilà. Ta grand-mère n'est pas là, c'est dommage parce qu'elle aurait pu témoigner. Mais il s'appelait Georges Marane. Et à l'époque, les femmes, comme les étrangers, les étrangères aujourd'hui, n'avaient pas le droit de voter et d'être élus. Et en 1935, il a décidé de prendre le risque de faire invalider la liste, et qui a été invalidée d'ailleurs, pour faire élire une femme au conseil municipal qui s'appelait Marie Lefebvre. Et ça, c'était un acte... C'était un acte à la fois symbolique et transformateur, puisqu'une décennie plus tard, au sortir de la guerre, notamment grâce je dirais, au rôle que les femmes ont su jouer et imposer dans la résistance dans un moment qui était très dur, c'est devenu la réalité légale du pays. Donc nous, à Ivry, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour inspirer l'alternative et pour aider à ce que les choses se transforment de ce point de vue-là? La proposition qu'on fait, c'est de concrétiser l'élection en même temps que nous. Alors on prendra des formes légales parce qu'on n'est plus en 1935. Le Parti communiste français n'est malheureusement plus aussi puissant et hégémonique qu'il pouvait l'être à l'époque. Donc prendre le risque de faire invalider notre élection, ce serait dévoyer la voix des électeurs et peut-être faire perdre du temps à tout le monde. Donc je ne propose pas qu'on aille jusque-là. Je propose un petit peu un cran en dessous de ce qu'a fait Marane en 1935. Je propose qu'on détermine un nombre à égalité hommes-femmes de résidents étrangers non communautaires et que tous ceux qui seront et toutes celles et tous les partis qui seront officiellement sur la liste prennent l'engagement de les associer à la vie de la majorité municipale tout au long du mandat. Et on fera connaître leur nom à la population d'Ivry, on leur expliquera pourquoi on le fait, comment on le fait, et du coup, ils seront associés. Et si jamais, dans ce qu'on appelle les dispositions organiques, on peut permettre à ces hommes et ces femmes de nationalité étrangère de représenter la municipalité dans un certain nombre de choses, et ben on poussera
tous les taquets juridiques jusqu'au bout, et on prendra l'engagement dès le début de les faire connaître à toute la population, de les parrainer, marrainer, on verra quel terme on retient dans le cadre de l'élection, et que tout au long de ce mandat, ils soient pleinement partie prenante, comme les élus qu'on dit de fin de liste, qui ne sont pas élus jusqu'au bout et qui, selon ce que donnera le premier tour, j'espère, avec une répartition des sièges en fonction des listes, il faut qu'on ait une assemblée de majorité qui, tout au long du mandat, associe les conseillères et les conseillers associés et qu'ils aient leur mot à dire sur toutes nos décisions stratégiques, au même titre que les élus labellisés. Et ça, je pense qu'on fera un progrès par rapport à avant, et voilà. Merci beaucoup Philippe pour ces informations-là. Alors on va donner la parole à la salle dans quelques instants, mais juste pour terminer, pour être complet, parce que pour l'instant donc il n'y a pas d'investiture LR ou macroniste, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, mais par contre il y a une nouvelle qui je pense a terrifié un certain nombre d'entre nous, alors peut-être pas ou plus ou moins que l'incendie de l'Aune, ça dépend où vous vous placez. D'ailleurs j'aimerais bien avoir des informations ce soir sur quand est-ce qu'on retrouvera de l'Aune, parce que j'en ai marre d'aller à Ponto-Combo. Donc si tu as des infos là-dessus, je suis preneuse. Mais Adé et Alain me soufflent avril. Ah, on a une date carrément, 21 avril. Ouais, bah, non. Entendu. J'ai entendu. Normalement, très bien, ce sera 18. Le chantier avance bien, et normalement en avril, on devrait être fixé et on devrait se voir restituer ce bel équipement emblématique d'Ivry et tout ça, et voilà. Alors c'est une très bonne nouvelle ce soir. Non, j'allais parler de quelque chose de beaucoup moins réjouissant. C'est la première fois qu'il va y avoir une liste Rassemblement National à Ivry. Ça a été un choc pour un certain nombre d'Ivriens. Qu'est-ce que ça dit de la période, Philippe, cette liste? Alors, cette volonté. Ouais, cette volonté. Effectivement, il faut qu'il trouve 45 noms. 49. Faut qu'il trouve 49 noms, et c'est pas encore fait. Mais je voudrais vous dire à ce sujet, vraiment, il y a un soir dans ces dernières semaines où j'ai failli pleurer d'une émotion positive. C'est le soir où on a fait ce rassemblement en face avec la Batucada. On était, je crois, 200 ou 300 à s'être rassemblés pour protester contre la réunion publique du Rassemblement National qui se tenait. Et vraiment, c'est dans ces moments-là, qu'on est fiers d'être à Ivry, qu'on est fiers d'être ensemble et qu'on est fiers de porter des choses différentes. Alors, ce que ça révèle, pour vraiment répondre à ta question, Mejdaline, c'est que malheureusement, les idées d'extrême droite, nourries par la droite, qui leur a fait leur lit. Je veux dire, le Front National, il y a quelqu'un l'autre fois dans une rencontre syndicale, je ne sais pas si elle est là, qui m'a dit un truc qui m'a marqué, c'est que peut-être le Rassemblement National, il n'est pas encore au pouvoir, mais ces idées, elles ont progressé à l'échelle du pouvoir. C'est la course à l'échalote pour celui qui votera les lois les plus dures à l'encontre des plus pauvres, à l'encontre des étrangers, qui va le plus stigmatiser les étrangers comme étant une source de délinquance et de guerre civile dans la société. Et même la droite dite traditionnelle, elle court sur ce terrain-là. Parce que les idées du Rassemblement National ont progressé dans le pays. Pour qu'ils osent, même à Ivry, avec l'identité solidaire qui est la nôtre, avec notre histoire séculaire de résistance, de combat. Ici, on a accueilli les réfugiés espagnols pendant la guerre civile. On s'est battu pour la paix en Algérie. On a été absolument partout là où il fallait s'opposer à la guerre à l'extrême droite. Maran, dont je parlais tout à l'heure, pendant la guerre d'Algérie et pendant la résistance et pendant notre volonté de paix, il a été menacé de mort par l'OAS et ils ont menacé de brûler la mairie. Donc à Ivry, on a toujours su résister à tout ça et s'opposer à toutes les idées d'extrême droite, pas par les armes forcément, mais par la fraternité, la sororité, et en étant tous ensemble et en affichant des valeurs progressistes et des valeurs d'unité. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire. Et c'est le seul chemin qui nous permettra de faire que M. Kevin Nader,
qui répand ses idées nauséabondes sur les réseaux sociaux, qui est en train d'essayer de s'emparer de tous les mécontentements et tous les colères légitimes qu'il peut y avoir sur le terrain. Ce qu'il faut qu'on gagne, c'est à mener tous ensemble. Et là, on aura vraiment besoin de chacune et de chacun d'entre nous ici pour réussir à faire en sorte qu'ils ne réussissent pas à convaincre 49 personnes de constituer une liste. Et la plus grande victoire sur le fascisme qu'on aura, c'est celle-là. Et il faut que chacune et chacun d'entre nous, plusieurs organisations politiques le font, et il faut qu'on continue à le faire, et qu'on le fasse tous ensemble, y compris dans le cadre de la campagne des municipales, d'expliquer aux gens qui souffrent le plus aujourd'hui, qui sont les plus en difficulté, que non seulement le Rassemblement national ne réglera rien à leurs problèmes de fond, mais qu'il les aggravera. Et ça, il faut vraiment qu'on arrive, c'est un enjeu fondamental. À Ivry, il y a toujours eu des électeurs de droite un peu traditionnels. Ben oui, ils ont un poids, et puis ça fait une opposition qui parfois nous stimule un peu, nous oblige. Le débat démocratique, c'est extrêmement important dans un pays. On ne voudrait pas être tout seul à exercer les responsabilités. Heureusement qu'on a des oppositions, et heureusement qu'on a des gens qui de temps en temps sont en désaccord avec nous pour qu'on puisse débattre, échanger, discuter. Mais le Rassemblement national, ce n'est pas un parti comme les autres. Ce n'est pas un parti comme les autres. Moi, je dis jamais qu'il se dédiabolise, parce que personne ne l'a jamais diabolisé. Il se normalise en ce moment. Et même à Ivry, ils osent distribuer des tracts, et même à Ivry, ils osent coller des affiches, et même à Ivry, ils croient possible de constituer une liste. Donc c'est la preuve que ces idées-là sont en train de gagner du terrain, et qu'à Ivry comme ailleurs, il faut qu'on arrive à les faire reculer. Merci. Alors, ça va être le moment du coup, on va donner la parole à la salle. Alors il n'y a toujours pas grand monde qui veut prendre la parole au début, et puis après il y a 30 mois qui se lèvent. Donc je prends de suite les inscrits et les inscrites. Gilbert, tu as levé la main le premier. Oui, remercier déjà l'intervention de Philippe pour ce qui est de justement la représentation des personnes qui n'ont pas le droit d'exister ici à Ivry. J'en parle d'autant plus que, étant responsable à Ivry du Secours populaire, notre volonté à nous de pouvoir permettre à ces personnes d'avoir une citoyenneté et un droit d'existence à Ivry et ailleurs, ça nous fait chaud au cœur, parce que justement, nous on prétend qu'ils ont des droits, même s'ils n'en ont pas beaucoup, et même s'ils ont surtout le droit de se faire mettre un OQTF et même criminaliser, parce qu'un OQTF c'est évident que c'est un délinquant. Donc chez nous, on voit ça. Et donc, je suis content. À Ivry, il y a aussi, nous on constate au Secours populaire, une augmentation plus que notable depuis 2010, de près de 70% de gens en plus qui ont besoin d'aide. Alors évidemment, je salue aussi l'histoire que nous menons avec le quotient familial, ce qui permet à des familles de pouvoir quand même donner à manger à leurs enfants, pour la cantine, comme le citait tout à l'heure Philippe, ou même pour aller en colonie de vacances, puisque voilà, une fois j'ai eu une famille qui m'a demandé, qui croyait qu'il allait avoir une somme exorbitante à donner, et quand je lui ai dit que c'était 1,24 € par jour pour son enfant pour partir en colonie de vacances, eh bien voilà, on a eu une solution qui n'a pas été obligatoirement sur les fonds du Secours populaire. Et je voulais redire ça donc, parce que effectivement, la lutte pour redonner de la citoyenneté aux gens qui n'ont plus le droit de citer, puisque finalement ils sont dans la précarité et qu'ils sont dans la difficulté. Et à partir de ce moment-là, quand ils sont dans la difficulté, ils ont honte. Et moi je dis qu'il faut qu'on leur redonne le droit de citer, justement le droit d'exister. Quand ils viennent chez nous, ils disent je viens demander, c'est en dernier recours, je ne pouvais plus, je ne m'en sortais pas, mais maintenant je suis obligé de venir, mais j'ai honte, quoi. Donc oui, il faut que le combat, on le remène tous ensemble pour que ces gens-là, ils aient le droit de vivre. Et dernière idée, le Secours populaire, c'est une association, loi de 1901. Et il y en a d'autres associations à Ivry qui tentent de faire de la solidarité aussi. Je me pose sérieusement la question de, puisque nous travaillons, nous, et qu'eux aussi travaillent dans leur environnement pour de la solidarité, peut-être serait-il utile qu'à un moment donné, il y ait une possibilité que ces associations se retrouvent pour faire justement
un espèce de synergie, non pas en perdant leur identité, hein. Il n'est pas question que le Secours populaire se fonde dans une organisation, parce qu'elle est elle-même une organisation reconnue nationalement et internationalement, et les autres aussi d'ailleurs, mais pour que justement il y ait une synergie de toutes nos capacités de solidarité, voilà. Et que peut-être on construise quelque chose et qu'on partage nos valeurs, voilà. Merci, merci Lydia. Justement, Inès, ouais, Bernard. Bernard. Donc élu du tiers citoyen sur le dernier mandat. Oui, merci Gilbert pour ton intervention, parce qu'elle est tout à fait dans le prolongement de nos échanges. Et s'il y a bien quelque chose que je souhaite dire d'emblée, c'est ma reconnaissance citoyenne dans la manière où cette ville est gérée depuis un siècle maintenant, et surtout dans sa capacité en permanence à se saisir de la réalité de ce qui fait la vie des gens. Et ça, c'est moi, ça fait 45 ans que je vis et que je travaille à Ivry, dans différents domaines, et c'est pas rien de le dire. C'est pas rien de le dire parce qu'être en capacité de faire une proposition comme tu viens de le faire, Philippe, et que tu soumets donc à l'Assemblée, d'avoir une représentation des habitants, des Ivriennes et des Ivriens qui sont nos communautaires, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire dans un contexte national qui est extrêmement répressif, extraordinaire dans une situation nationale qui est basée, qui s'appuie sur l'exclusion. Nous, en permanence, dans cette ville, je dis nous parce que je me sens intimement lié à cette ville, dans l'inclusion. Mais pas une inclusion qui fait disparaître les personnes, c'est une inclusion qui permet à chacune et à chacun de pouvoir s'exprimer. Comme tu viens de le rappeler, Meldaline, effectivement, j'ai eu l'honneur de participer à cette majorité en tant qu'élu aux associations. Et s'il y a bien quelque chose qu'on apprend, c'est à quel point cette ville, et d'ailleurs, pendant le Covid, dans les minutes qui ont suivi les interdictions de sortie, les personnes qui se sont trouvées isolées dans leur appartement, mais dans les premières heures, il y a eu une organisation entre les services et les associations qui a permis à toutes les familles, dont pour beaucoup l'unique repas était à la cantine pour les enfants, de pouvoir continuer à se restaurer et à pouvoir vivre quasi normalement. Donc c'est la force de cette ville et l'engagement politique qui est le mien, c'est qu'en fait, il s'appuie sur un moment particulier de la ville qui s'appelle Ivry en fête. Et moi, ce que je dis, ce que je crie, et ce que j'écris, c'est que Ivry est une fête permanente dans sa capacité à se saisir de ce qui fait le sujet. Lorsqu'il y a eu des jeunes mineurs migrants non accompagnés qui étaient sous le pont Mandela, il y a des citoyennes et des citoyens qui se sont mobilisés pour les soutenir. Et la grande force de cette ville, c'est qu'ils ne se sont pas arrêtés à une démarche généreuse, ils sont rentrés dans une démarche politique, puisqu'ils se sont aussi formés en association, et ils se posent la question non seulement de continuer à prendre en charge ces jeunes mineurs migrants non accompagnés, mais aussi de leur devenir, une fois qu'ils ne sont plus reconnus comme mineurs, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Donc ils ne peuvent plus être pris en charge par la zone. Donc on est dans une ville éminemment politique, éminemment citoyenne, et qui se retrouvera donc renforcée dans ses actions par les propositions qui sont faites et par l'association de toute cette population que l'on connaît, que l'on fréquente, que l'on aime, qui pour l'instant n'ont pas la possibilité d'exister dans les instances de décision et de réflexion. Merci à vous. Merci Bernard. Hassan Traoré, depuis plusieurs années. Philippe, ce que la ville d'Ivry a su faire, ce que tu as su faire, c'est donner t'as renforcé les luttes, tu as donné de l'éclat, tu as donné de la lumière. Et ça, c'est ce que la ville d'Ivry, en tout cas, peut porter, c'est que toutes les lumières, toutes les luttes ont été portées avec de la lumière, de la chaleur et de la vie. Et ça, on le ressent dans la ville d'Ivry. Et quand on vient à chaque fois, moi je vais vous raconter une anecdote qu'il y a eu sur la ville de Montreuil. Il y a un foyer qui a brûlé, c'est pas la ville d'Ivry. Et quand j'ai appelé Philippe, j'ai dit Philippe, ça fait 3 nuits qu'il y a des hommes qui dorment dehors, on ne peut pas les laisser dormir dehors. Et on était venus au foyer ADF parce que leur siège était à Ivry-sur-Seine. Il m'a dit Hassan, ne t'inquiète pas, je vous donne 3 jours, et en 3 jours, plusieurs hommes, il y avait plus de 120 hommes, et toute l'équipe ADF avec l'équipe de la mairie, et on s'est mobilisés, ils ont été relogés partout dans toute l'île de France. Et ça, c'est la ville d'Ivry, c'est-à-dire que la ville d'Ivry, elle nous appartient parce que nous habitons ici,
mais elle appartient aussi à l'extérieur, elle appartient aussi à tout le monde. Et c'est ça l'ouverture d'une ville. Et c'est ça qui donne aussi l'éclat et la beauté et de la lumière dans une ville. Et ça, on peut le retrouver à Évry-sur-Seine. Je suis fier d'habiter dans cette ville et je suis fier de dire que mon maire s'appelle Philippe Bouissou et je suis fier de dire que quand nous sommes là... Et je suis fier de dire que chez nous, ici, à Évry, on n'est pas seulement dans la lutte, on n'est pas seulement dans l'engagement, on n'est pas seulement dans le militantisme, mais on crée des liens fraternels, parce que des liens fraternels, ça crée de l'amitié, ça crée de l'amour, et on est encore plus fort, et c'est ce qui va nous donner encore plus de force pour remporter cette mairie. Merci beaucoup à ça. Yes, je veux bien que tu donnes la parole à Thomas. Et juste, j'en profite pour vous dire de surtout pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer ensuite, bien signer l'appel à voter. Et comme eh bien, nous sommes des millions ce soir, chers camarades, eh bien, il n'y a plus de petits papiers, donc il faut absolument s'en servir via le QR code. J'ai les 2 derniers exemplaires disponibles. Mais vraiment, voilà, n'hésitez pas à scanner le QR code pour pouvoir vous tenir au courant. Thomas, pour le LPA A. Oui, bonjour à tous. C'était donc pour présenter un peu la démarche qui a été la nôtre, puisque c'est pour le NPA, l'anticapitalisme, n'était pas forcément acquis d'avance. On m'aurait dit, il y a 2 ans, allez, que je serais là en train de vous raconter ma vie, j'y aurais pas forcément cru. Depuis puisque aux dernières élections municipales, on avait présenté notre propre liste. Mais depuis les dernières élections municipales, dans ces 6 dernières années, il s'est quand même passé 2-3 trucs. D'abord, comme le disait Philippe, il y a eu l'extrême droite qui a failli accéder à Matignon. Et face à cette extrême droite qui a failli accéder à Matignon, il y a eu un mouvement qu'ils appellent le Nouveau Front Populaire qui a émergé et auquel nous on a pris part pleinement et entièrement et qui a eu la majorité du nombre de députés en déplaise à Emmanuel Macron. Ivry, on dit souvent, c'est pas une ville comme les autres, c'est vrai, à plein d'égards, mais comme tu disais aussi, c'est pas une ville qui est isolée du reste du monde, et le fait effectivement que le Rassemblement National tente, on espère qu'il ne réussira pas, mais tente de montrer une liste, ça montre bien qu'il y a une espèce de perméabilité du débat public vis-à-vis des idées racistes de l'extrême droite. Et face à ça, face à la montée de l'extrême droite, on défend l'unité la plus large. Alors, dans les élections, et aussi sur le terrain, comme ça a été le cas dans le rassemblement face à la République du Rassemblement National, comme c'est le cas avec le collectif antifasciste, où on a contribué avec d'autres forces qui sont dans la salle, qui sont sur la liste, à monter. Alors, avec les forces politiques, avec la majorité sortante, on se retrouve donc sur cette lutte contre l'extrême droite, mais aussi sur toutes les luttes sociales, sur toutes les luttes internationalistes qu'on mène ensemble. Et d'ailleurs, au-delà des luttes qu'on mène ensemble, il y a toute une série de mesures portées par la majorité sortante avec lesquelles on est d'accord qu'on aurait voté dès demain si on avait été au conseil municipal. Le refus de faire une police municipale, par exemple, la gratuité des médiathèques, un truc qui est un peu plus technique. Pour ceux qui n'auront pas la référence, je les laisse se pencher vers leur voisin, qui peut-être leur expliquera, mais la lutte contre la mise en place des 1607 heures pour les agents territoriaux qui est montée jusqu'au Conseil d'État. Voilà, tout ça, on l'aurait voté dès demain. Alors, évidemment, il restera entre nous des nuances, des divergences, parfois des désaccords. D'abord parce qu'on est de gauche, et que si on se fout pas sur la gueule, on n'est pas de gauche. C'est ce qui fait notre force aussi. Et puis aussi parce que c'est comme ça, c'est la vie, et c'est pas très grave à partir du moment où on est franc et
très honnêtement, on n'est pas du genre à tout faire. Donc, on portera ce sur quoi on s'est toujours battu. Et c'est un impératif en fait qu'on a donné dès le début des discussions. On a dit, nous, on est d'accord sur les valeurs, il n'y a pas de problème. On a des désaccords, on peut les citer, notamment des questions de compromis de gestion notamment. Et là-dessus, ça nous a un peu surpris, même, Philippe a dit, pas de problème. Je comprends et je vous fais cette proposition. Vous aurez une totale liberté de parole, vous aurez une totale liberté de vote, vous ne serez pas dans la solidarité de gestion. Et ça, pour nous, c'était extrêmement important et merci beaucoup. Merci Thomas. C'est bon pour toi? J'essaye de... J'ai un chronomètre sous les yeux et j'essaie de dire 3 minutes pour tout le monde, histoire que tout le monde ait bien le temps de parler. Donc Alex, on ne se connaît pas, mais on m'a dit que tu t'appelais Alex. Donc voilà. C'est un militant. Peut-être. Militant de la RATP. Voilà. Ouais, merci. Voilà, je suis effectivement, je suis à la CGT RATP, donc je suis le secrétaire général de la CGT RATP Bustram, qui regroupe l'ensemble des centres bus et tramways sur la région Île-de-France. Donc avant toute chose, déjà avant de parler effectivement de la question des transports, parce que c'est une question cruciale, surtout en ce moment, et même la question elle va se poser à l'avenir. Enfin, je tiens quand même à saluer le mandat de Philippe, de toute son équipe, de toutes les forces qu'il a pu nous donner dans nos actions et dans nos mouvements, parce que c'est vrai qu'on a été fortement attaqués ces dernières années, notamment nous en tant que militants, il a fallu qu'on défende nos droits, il a fallu qu'on défende la qualité du transport, il a fallu qu'on défende effectivement le fait que vous puissiez être transporté au quotidien dans de bonnes conditions, la question du matériel, enfin tout ça, effectivement il a fallu se battre parce que c'est pas, effectivement on est embauché, on est employé par la RATP, mais c'est pas que la RATP qu'on est responsable, il y a aussi la région qui est responsable, qui est tenue par Valérie Pécresse, que vous connaissez tous, et qui effectivement impose une politique de casse des services publics et donc du transport collectif, du transport public. Donc Philippe, je tiens effectivement à te remercier et à saluer toute l'équipe sortante de la mairie parce que grâce à toi, effectivement, on a pu quand même obtenir gain de cause dans nos actions, dans nos combats. Donc je tenais pour moi à te saluer. D'où l'importance d'avoir effectivement un maire comme Philippe et je rejoins les propos de Hassan qui a bien décrit la chose. La question des transports, c'est important que vous soyez au courant parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une omerta sur cette question-là. La question des transports en Île-de-France, on est en train de vivre une privatisation aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on appelle privatisation des transports publics? Ça veut dire qu'en gros, comme vous pouvez le comprendre, il va avoir une dégradation du mode de transport, il va avoir une dégradation du service qui va être proposé. Le réseau que vous connaissez, réseau RATP, donc réseau unique, d'accord, va être transformé en 13 entreprises en Île-de-France. Ça veut dire 13 entreprises qui vont gérer de manière différente le transport en Île-de-France, qui va appeler effectivement à avoir automatiquement une dégradation, et ce qu'ils vont faire passer, c'est essentiellement la rentabilité, la productivité, le financier au détriment du service public. Sachant qu'effectivement, la RATP, c'est une entreprise à caractère public, qui était en partie État et privé. Donc, où je veux essayer de vous alerter, c'est que prochainement, là, le transport que vous connaissez dans le secteur ne va plus être assuré par la RATP. À partir du 1er août, vous allez avoir un transporteur qui va rentrer donc, en mouvement, qui s'appelle Keolis. Donc vous avez déjà eu connaissance à travers le T9 et toutes les problématiques qu'il y a eu sur le T9. Donc il y a eu une dégradation du transport, mais il y a aussi une dégradation des conditions de travail, du salaire pour les salariés qui sont embauchés dans cette entreprise. Donc je vous alerte, parce qu'effectivement, à un moment ou à un autre, on va avoir besoin de vous. On va avoir besoin de vous parce qu'il va falloir qu'on impose quelque chose et il va falloir qu'on impose un rapport de force citoyen, syndicaliste, collectivité. La collectivité, elle a toute son importance sur la question des transports. Donc je vous le dis,
effectivement, c'est un appel au soutien. Voilà, j'espère Philippe qui sera élu, parce que Philippe, pour le coup, tu as été un très bon maire sur la dernière mandature, donc je te félicite et vive la lutte. Merci. Je vais être très rapide. Déjà, ouais, moi aussi, je suis fière de dire que je suis dans une mairie, je suis fière de mon maire, je suis fière de mon élu, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément fiers de nos élus, en général, surtout les nationaux, donc voilà. Et juste, moi, ce que j'attends, c'est d'avoir peut-être un minuteur la prochaine fois pour les temps de parole. Et voilà, qu'il y ait une organisation. Alors, je sais qu'il va y avoir des ateliers, mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des outils pour pouvoir répondre le plus efficacement possible aux voisins, aux gens que je rencontre, pour pouvoir inciter à vraiment continuer à avoir notre si belle ville. Et que je sais qu'il y a des choses très positives, il faut les parler, il y a des choses moins positives, il faut aussi les présenter dans le contexte national, et que c'est pas toujours simple de faire, on ne peut pas faire autrement aussi des fois. Donc voilà, donc moi j'attends de cette campagne qu'on puisse avoir des outils pour pouvoir être efficace. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai peu l'habitude de prendre la parole maintenant depuis des années. Si je parle, c'est parce que je suis touché de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros, là, on a un exemple où la politique et l'humanisme est au rendez-vous. Et ça, je pense que c'est la force d'Ivry, quoi. Et je vous dis ça parce qu'avant d'arriver ici, j'ai enlevé ma cravate, j'étais au Sénat. Ils votaient la droite et l'extrême droite, Philippe, le fait qu'on donne à France Travail l'IP des allocataires du chômage. Donc demain, on va donner l'IP de ceux qui auront l'aide à l'autonomie. On donnera l'IP, l'adresse de ceux qui ont l'aide au handicap, etc., etc. Et ceux qui fraudent socialement, ils viennent de voter, là, avant que j'arrive ici. Que ceux qui ont fraudé sur une prestation sociale soient privés temporairement du tiers payant. Ce que je veux vous dire, vous voyez, ça, je pourrais vous en parler comme ça à longueur, ça c'est l'environnement, ça. Et ça va peser sur la population publique. Et ça pèse déjà sur la population publique. Donc je pense qu'on a un rendez-vous important. Et dans ce que j'ai entendu de Philippe, que je veux partager avec vous, c'est que il y a un challenge, il y a un truc enthousiasmant. C'est qu'on a un gouvernement qui est illégitime, et j'ai beau être parlementaire, je pèse mes mots, il est illégitime, il n'est pas issu du vote des élections législatives, et on a là un rendez-vous au mois de mars où on peut prendre du pouvoir. Je vais prendre deux exemples. Sur la question des conseillers, ce que tu évoques, Philippe, sur les conseillers délégués qui ne sont pas de nationalité française. Mais là, on retrouve la gauche, mes amis. Parce que la gauche, elle a abandonné cette question. En 98, j'étais candidat au cantonal, on posait la question du vote des étrangers par lieu de résidence. Donc, vous voyez qu'on peut retrouver du pouvoir localement pour changer les choses nationalement. Quand, par exemple, Philippe parle de la sécurité sociale alimentaire, c'est un sujet extrêmement important. On reprend du pouvoir local sur le changement. Donc, je veux dire, voilà, donc il va falloir qu'on convainc plein de gens qui sont dans l'incertitude, dans le désespoir, des fois dans la résignation, parce que c'est trop dur, il y a trop de souffrance, qui pensent peut-être s'abstenir, passer par, vous voyez, enjamber l'élection, etc. Il faut leur dire qu'ils peuvent reprendre du pouvoir. Et dernière chose que je veux dire, c'est, moi je me félicite, et il faut aller au bout du pluralisme politique. Il faut aller au bout du pluralisme social, et il faut aller au bout du pluralisme des engagements citoyens. C'est indissociable pour moi, si on veut faire de la politique dans le sens de la vie de la cité, quoi. Mais il va y avoir un challenge. Moi, je prendrai ma part modestement, vous voyez, sans faire trop de bruit, parler moins fort que je le fais là. Mais il va falloir qu'on élabore les réponses avec les Ivriens. Et toutes les femmes et les hommes politiques qui vont s'engager, quelle que soit leur sensibilité politique ou leur non-appartenance politique, il faut qu'ils comprennent le challenge qu'il y a. C'est qu'il va falloir consacrer les peut-être 100, 120 jours qui nous restent, mais à redonner du pouvoir aux Ivriens, c'est-à-dire de trouver avec eux les réponses aux questions qui se posent. Et ça, c'est un challenge. Et je pense que vous allez décider des 49 les meilleurs, forcément, plus les conseillers complémentaires, ça fait quand même du monde, mais il faut qu'il y ait tout le monde, quoi. Ça veut donc dire qu'il va falloir participer sûrement à des initiatives où il y a des réunions, mais ça veut dire qu'il faut qu'on en parle autour de nous.
dans des rencontres de voisinage, dans des rencontres de quartier, dans la vie associative, etc. Vous voyez, il faut qu'on ait un bouillonnement. Et voilà, je vous le dis, parce que peut-être avec mes mots, avec... bon... Mais quand vous voyez, il y a un gouvernement qui est illégitime, que ça tombe de partout, qu'on a une droite qui est au département, on a une droite qui est à la région, on a une droite qui est au gouvernement. Putain, on a la chance à Ivry de pouvoir faire un pied de nez à tout ça. Vous voyez, un pied de nez bien insolent. Et de redonner une légitimité à ce qui aujourd'hui devient quasiment illégal pour certains. Donc voilà, c'est plus un témoignage d'enthousiasme. Merci Pascal. Donc, Angelino, tu vas pas en toi quand tu hein. On va t'en voir. Hein. Amélie, à côté. Pour le Parti communiste français, parce que je l'ai pas dit pour Pascal, mais évidemment, tu es sénateur communiste. Merci beaucoup. Donc effectivement, je prends la parole au nom du Parti communiste. Nous sommes très heureux de nous retrouver avec vous ce soir publiquement, ensemble, après plusieurs mois de discussions avec l'ensemble des forces de gauche radicale sur la ville. Plusieurs mois de discussions sur une proposition claire qu'a rappelé Philippe, partir ensemble, partir plus fort autour d'une proposition claire de 3 tiers. Un tiers de communistes, un tiers de forces de gauche et un tiers de citoyens. On est très heureux des échanges riches et respectueux qu'on a eu avec les forces de la gauche radicale d'Ivry dans cette période particulièrement compliquée. Pourquoi ? Parce que cette campagne des élections municipales 2026, elle se déroule dans un contexte bien différent de 2020. 5 ans de macronisme supplémentaire, ça fait des dégâts. Beaucoup des interlocuteurs ce soir l'ont rappelé. Cette succession de gouvernements qui perpétue la même politique depuis 2017 et de manière particulièrement illégitime depuis la dissolution de 2024, c'est un lot d'attaques en règle contre notre patrimoine commun de services publics, contre notre sécurité sociale, contre nos valeurs. En 2020, on avait déjà Valérie Pécresse depuis 5 ans, 5 ans supplémentaires, on en pèse le poids. Notre camarade Alex l'a rappelé notamment sur la question des transports, mais pas seulement. Un des derniers éléments qui a changé depuis 2020, c'est également la perte du département, qui n'est plus communiste et qui est passé à droite. Je pense qu'à l'échelle d'Ivry particulièrement, on en mesure les conséquences, avec les fermetures répétées des établissements départementaux des solidarités, des travailleurs sociaux qui ne peuvent plus recevoir physiquement, mais qui reçoivent uniquement par téléphone, certains jours, faute de personnel. Les crèches qui sont menacées de fermeture, les crèches qui n'ouvrent pas, et les villes de droite dans lesquelles on voit l'ouverture de nouveaux services publics et la mobilisation exorbitante des moyens du département. Cette campagne, elle va donc devoir faire face à 2 batailles supplémentaires qui étaient présentes en 2020, mais pas à cette échelle, une bataille contre l'abstention, puisqu'elles arrivent après des dénis de démocratie majeurs. Je pense à la réforme des retraites, dans laquelle on a été très nombreux à être mobilisés semaine après semaine, à perdre des journées de salaire, à descendre dans la rue, à se bagarrer avec nos employeurs. Tout ça pour avoir un déni absolu, un irrespect absolu de la part du gouvernement. Tout ça, toutes ces défaites de la gauche, tout ce déni démocratique, je pense que ça va peser lourdement sur le risque d'abstention, y compris dans une ville aussi mobilisée qu'il est. La deuxième bataille, je ne m'appesantirai pas dessus, c'est la bataille contre le RN. On peut être tenté de se dire que ce n'est pas un vrai danger au niveau local, quoiqu'on ne connaît jamais vraiment les abstentionnistes. Mais c'est néanmoins une première, et cela dit quelque chose de la stratégie d'omniprésence de ce parti, qui, lorsqu'il sait qu'il ne trouvera pas forcément d'électorat, cherche aussi les incidents et le buzz médiatique. Cette bataille contre le RN aussi, puisque dans le prochain mandat qui s'annonce, le prochain mandat municipal, il va durer 7 ans. 7 ans, c'est long. Et durant ces 7 ans, on sait le risque qui plane sur nous d'un changement de gouvernement ou d'un changement de majorité parlementaire en faveur du Rassemblement national. Néanmoins, la candidature que nous portons aujourd'hui, ce n'est pas simplement une candidature d'opposition, évidemment, c'est une candidature de projet et de résistance qui va trouver sa force dans l'union. Un projet, garder notre ville audacieuse, populaire et solidaire aux portes de Paris. Et surtout, d'y garder ses habitants, y compris les plus précaires. Ceux que nombre de villes envoient loin, toujours plus loin, en grande couronne notamment. Rappelons quand même qu'à Ivry, on a plus d'un tiers d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a plus de 2000 personnes qui sont hébergées via l'hébergement d'urgence.
Nous souhaitons y maintenir nos habitants et en accueillir d'autres attirés par la qualité de nos services publics et de notre niveau de solidarité. Cette union de la gauche au niveau local, vous l'avez compris, il est impératif pour résister à ce qui va venir, pour construire ensemble un îlot de protection et de combat, ensemble. La bataille que nous souhaitons mener avec vous, c'est celle d'une mobilisation citoyenne très forte, autour de la dynamique, de la construction du programme, in fine de la désignation d'un tiers citoyen largement défini et de ses conseillers associés, non communautaires, pleinement partie prenante de la vie de la majorité municipale et permettant une représentativité essentielle des très nombreux Ivriens et Ivriennes, Philippe l'a rappelé, qui, contrairement à ce que demande notre parti depuis des décennies, n'ont pas le droit de vote ou d'être élus. J'ai retenu ce que disait Célia sur les interventions qu'il faut timer en moins de 3 minutes. Je vais juste dire un petit quelque chose pour terminer. Donner de son temps pour une initiative politique comme celle-ci, comme celle qu'on vit ce soir ensemble, c'est pas anodin. Surtout pour les dizaines de personnes qui n'en retirent rien de personnel, rien d'immédiatement tangible. C'est un exemple qui est peut-être un peu proche de moi, mais il y a évidemment plein d'autres exemples. Il y a plein de parents ce soir qui sont là, qui ont prévu à l'avance une garde d'enfants, qui ont jonglé entre 1000 choses pour être là à 19 ans. Un horaire qui n'arrive pas toujours tout le monde. Votre présence ce soir, votre bienveillance à tous nous donne, je crois, collectivement la force de mener une campagne ambitieuse et vraiment à la hauteur des attentes des Ivriens et des Ivriennes, et je vous en remercie. Effectivement, quand on est parent, c'est jamais simple cet horaire-là. Jean-François. Merci. Bonjour Jean-François, je représente l'APRES, une formation politique jeune, puisqu'elle a été fondée l'an dernier par notamment Clémentine Autain et Alexis Corbière. Depuis, elle a été rejointe par le réseau animé par Gérard Filoche, dont je viens. Et puis, depuis quelques temps, l'APRES et ensemble se rapprochent. Et depuis d'ailleurs, l'APRES s'appelle l'Alliance, et non plus simplement l'Association pour une République écologiste et sociale. Donc à Évry, l'APRES vraiment prend la suite, mais c'est pas dans ceux de Ensemble qui participe à la majorité municipale depuis 2020, dès le premier tour. Donc à ce titre, l'APRES actuellement assume, non seulement assume, mais défend totalement le bilan de la mandature qui s'achève. C'est un bon bilan, eu égard aux circonstances qu'a décrit Philippe, surtout au début du mandat avec le Covid, etc. etc. C'est un bilan dont on peut être fier collectivement, et c'est aussi un appui pour aller plus loin. Donc moi je proposerai quelques pistes entre guillemets. C'est vrai que le contexte national il est massif, il est extrêmement dur pour nous tous, hommes et femmes de gauche. On le sait, le RN est aux portes du pouvoir pour la première fois depuis 1940, et quand on dit cette date, je crois que l'histoire mesure ce qu'on dit pour le coup. On a tous commenté le sondage qui annonce 35% pour Bardella. Si on rajoute le reste de l'extrême droite, on est presque à 50%. Le péril est vraiment dans la demeure. Si on ajoute à ça la valorisation des médias, si on rajoute à ça la remise en cause de l'état de droit qui a montré non pas la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, mais la réaction de ses amis politiques, économiques, on voit très bien, je pense, de qui je parle. On est vraiment dans un climat délétère. Et en plus, je ne vais pas en faire tout un foin, parce que justement on est là pour unifier, mais la gauche et ses composantes parfois principales est divisée, fracturée, et certains commencent même à dire ouvertement qu'ils préparent leur stratégie, chacun dans leur coin, pour 2027. Alors qu'un récent sondage, je crois que BFM, on peut parfois citer de bonnes sources, dit que 72% des électrices et des électeurs du NFP sont pour une candidature unique. Et pour le coup, il n'y a pas besoin de sondage. Un deuxième point, je pense qu'on a toutes et tous conscience que le peuple de gauche veut se battre dans l'unité, tout de suite maintenant pour un autre budget et pour un autre gouvernement, parce que c'est tout à fait possible. Donc dans ce contexte, on peut à Évry montrer que la gauche peut se rassembler, pas simplement en mode défensif pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir, mais pour aussi contribuer à changer la vie des classes populaires, des classes moyennes. C'est même cette défense de l'intérêt des salariés, pas de leurs franges les plus social-libérales ou les mieux lotis, etc., mais tout le salariat,
c'est en se battant pour leurs revendications que la gauche peut être unie. Donc on ne peut que saluer le souci, en tout cas c'est ce qu'on fait à l'après, comme tout le monde ici je pense, le souci de Philippe Bouissou d'avoir tenté, et de tenter toujours, de permettre la présentation de toutes les composantes du NFP à Ivry, afin de remettre en cause la théorie délétère du deux gauches irréconciliables. Et on ne peut que déplorer que tous n'ont pas répondu à cet appel. C'est dès à présent aux diviseurs de prendre leurs responsabilités, et ma foi, les électrices et les électeurs, de toute façon, trancheront. Deux autres points, je vais aller plus vite parce que tu me regardes, je comprends bien. Et oui, il y a d'autres personnes. Promouvoir la démocratie locale. Il faut évidemment, et on ne peut que saluer encore une fois, ce que propose Philippe Bouissou et son équipe sur la question du tiers citoyen, le continuer, l'approfondir, le sanctuariser, et aussi sur la question du conseil des Ivriennes et des Ivriens non communautaires. Et on défend également la cohésion de l'équipe municipale pour justement non que ça ne soit pas justement une sorte de coalition comme parfois le NFP a pu justement l'être au niveau national pour beaucoup des nôtres, mais justement une équipe agissante pour défendre les intérêts notamment des plus faibles. Donc, unité de toute la gauche, cohésion de la majorité, démocratie comme méthode et comme fin, c'est ce que nous proposons, mais pas du tout avec le sentiment que c'est notre ADN, nous à l'après, qui serait des valeurs identitaires qui nous opposent au reste de la gauche, mais justement parce qu'on pense que c'est le socle commun pour lequel nous sommes. Merci. Clara, la grande sortante pour les écologistes. Alors effectivement, nous écologistes, on est partie prenante de cette majorité qui est sortante et solidaire de ce bilan. Mais vous l'avez dit, aujourd'hui le Rassemblement national est aux portes et j'ai envie de dire que c'est pas Kevin Nader qui se présente et qui fait plus de communication qu'autre chose qui fait peur. Pour nous, c'est plutôt la responsabilité, c'est de préparer la ville à l'après et à 2027 et à ce qui nous pend au nez en fait. C'est toujours en fait, et c'est ce que Philippe a voulu porter en tant que maire, le 100% service public Ivry, hein, c'est de pouvoir en tout cas protéger le service public, de pouvoir avoir une sécurité pour toutes et tous, de pouvoir avoir l'accès à la santé pour les plus précaires et notamment à l'éducation populaire. Et en fait, quand quelqu'un dans une ville se sent bien soigné, qu'il ait accès en tout cas à l'éducation, à la culture, mais en fait il nomme pas comme bouc émissaire son voisin, il ne le haït pas, et c'est aussi ça le vivre ensemble ivrien. Et ce qui a permis aussi, et je veux le dire aussi aujourd'hui, pour nous les écologistes, de finalement faire reculer le Rassemblement national, c'est la création du NFP, et qui effectivement dans cette composante avec tous les partis politiques, mais pas que, qui a vraiment du coup permis de rassembler les citoyennes et les citoyens, et une vraie forme de démocratie. Et c'est la singularité de tous les partis qui ont su prendre leur place. C'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en tout cas, et de pouvoir œuvrer au rassemblement de la gauche et des écologistes dans cette ville. Et vous le savez, nous, être écologistes, c'est pas, on va dire, créer que des pistes cyclables, planter des arbres dans la ville, ça fait un peu éco-bashing. C'est se battre pour la rénovation énergétique des bâtiments. C'est aussi pour que les gens se chauffent mieux l'hiver. C'est aussi pour que les gens puissent être logés, mais de manière digne. Et en fait, c'est aussi se battre contre les industries polluantes dans les villes, qui sont dans les quartiers populaires. Et ça, c'est une réalité aussi. Aujourd'hui, à Ivry, on a des sols qui sont quasi entièrement pollués. Et ça, il faut qu'on s'en saisisse et qu'on puisse en tout cas œuvrer de manière plus importante sur le mandat qui arrive si les électrices et les électrices, les électeurs donneront mandat à l'exécutif de gauche et des écologistes. Et c'est aussi se battre pour que chaque habitant ait le droit au beau, au vert. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, le combat et l'ADN des écologistes. Donc nous, on portera effectivement notre contribution dans ce rassemblement, avec des compromis, je le dis, mais pas de compromission. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Clément Péqueux, également... Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, Clément Péqueux pour Génération. Et je sais que mes amis de Génération qui sont là ce soir affirment leur engagement enthousiaste dans notre rassemblement. D'abord parce qu'on a eu un bilan riche pendant ces 6 années,
un mandat fait de résistance et d'innovation. D'abord, l'innovation démocratique, tu en as parlé tout à l'heure, Philippe, avec ce tiers citoyen et tout le travail qui a été fait au plus près des habitantes et des habitants au sein des quartiers pour construire avec eux toutes les politiques publiques que nous avons portées pendant 6 ans. Et un mandat de résistance face à la casse sociale engendrée par le macronisme. Et malheureusement, il faut se le dire, ça ne s'arrangera pas, mais Ivry restera un îlot de résistance, et ça, nous en sommes fiers, et nous y participons pleinement. Les propositions qui sont mises sur la table là, dans ce nouveau périmètre, nous nous y inscrivons pleinement, et notamment sur la question de la proposition des conseillers associés, que nous considérons être une innovation démocratique extrêmement enrichissante. Et évidemment, il reste encore énormément de travail. D'abord, sur la lutte contre les discriminations, qui malheureusement gagne du terrain et qui commence à essayer de s'insérer pernicieusement dans notre ville, et donc il va falloir là aussi y résister. La justice sociale, je le disais tout à l'heure, pour protéger les plus fragiles qui sont sans cesse attaqués, et la justice climatique face aux défis qui s'annoncent. Et vous savez, chez Génération, nous avons une conviction, et je sais qu'elle est partagée ici: la justice sociale et la justice climatique sont un seul et même combat. Il faut poursuivre notre action sur ces enjeux climatiques et l'intensifier, car ce sont les plus fragiles qui subissent de plein fouet cette injustice climatique, particulièrement au cœur de nos quartiers populaires. Nous devons impérativement offrir un nouveau souffle, une nouvelle vision, un vrai futur désirable, particulièrement pour les jeunes de nos quartiers populaires, car ce sont ces générations-là qui comptent. Merci beaucoup Clément. Estelle, membre du tir citoyen et maire adjointe sortant, il laisse m'envoyer un petit message pour me dire qui tu étais. Il ne sait pas qu'on a grandi dans la même cité. Et il vient du Nord, il ne sait pas, c'est pour ça. Mais il y a beaucoup de gens de Torres ici. Voilà, vas-y. Exactement. Mon papa, et ma grand-mère est arrivée, donc il y a une ville de plus dans la salle. Voilà. Oui, mon père était l'ancien gardien de Maurice Thorez. Donc... et c'est vrai, on a un peu, je t'ai vu un peu grandir. Je pense que je suis plus vieille que toi. Je suis arrivée en cours de son mandat. Bon, moi, je voyais un peu toutes les choses extérieures qu'on voit, nous, les citoyens. Et avec beaucoup mes questions, ça tu le sais très bien Philippe, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Voilà, je suis un peu comme les enfants, je pose toujours des questions et je veux toujours avoir des réponses. Et c'est vrai que parfois c'est un peu dur à comprendre. Et comme tu l'as dit, en fait, le Covid, c'était très compliqué pour commencer parce que souvent en fait c'était en Zoom, c'est ça. Donc en Zoom c'est un peu compliqué à se parler parce que voilà, il y a des temps de Zoom, il faut savoir, moi ce que je savais pas. Donc voilà, et alors j'avais marqué ça. J'avais dit aussi qu'il faut savoir aussi être élu. Il y a des contraintes, il faut le savoir aussi, parce que on arrive là-dedans, il faut savoir qu'il y a des réunions qui finissent très tard. Et je pense qu'il faut le dire. Des conseils municipaux qui finissent très tard. Et que vous devez rester assise pendant des fois 3-4 heures sur une chaise, qui moi est hyper active, pour moi c'est très compliqué. Voilà, il faut savoir aussi que dans les conseillers municipaux, il y a certains qui participent à des instances, parce que voilà, même si nous on n'a pas en fait de délégation. Les conseillers municipaux, on n'est pas beaucoup à avoir en fait à siéger dans certaines instances. Et il faut savoir aussi que ça prend du temps sur la journée, sur les soirées, tout ça. Faire partie aussi du tiers citoyen, pour moi, ça a été un avantage aussi. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de règles. Parce que j'ai toujours eu un gros problème en fait avec les règles. Et les partis politiques en fait ont souvent des règles. Et nous, comme en fait on fait partie du tiers citoyen, on n'en a pas du tout. Et c'est une chose aussi qu'on a voulu tenir en fait dans le groupe, dans le tiers citoyen, c'est de ne pas faire partie d'un groupe. Ça veut dire qu'en fait, on pouvait exprimer en fait nos propres ressentis sans avoir aussi rentré dans des cases politiques. Donc ça a été pour nous très bien. Et ça a été aussi, comme l'a dit Philippe, le fait aussi de bousculer certaines décisions. Et il faut savoir aussi que moi, je voudrais remercier aussi les partis politiques qui font partie de la Majo, qui ont accepté aussi de nous entendre et de bousculer aussi un peu leur retranchement, et que parfois ça a pris aussi de nouvelles tournures et ça leur a permis aussi de voir les choses différemment et prendre des décisions différentes qui étaient déjà en fait déjà faites. Merci. Merci Estelle. Bonsoir tout le monde.
Donc deuxième intervention pour le NPA. Désolé, juste pour pas trop m'étendre, mais redire ce qu'a dit notre camarade Thomas, qui sera candidat sur la liste. C'est vrai que ce qui nous a aussi convaincus ces derniers mois, ces dernières semaines, de rejoindre cette liste unitaire, c'est l'engagement sincère des organisations dans le collectif antifasciste qu'on a beaucoup contribué pour notre organisation à monter. Parce que en fait, ça a été agile et on sait que pour des organisations qui sont un peu hégémoniques, c'est pas toujours évident d'accepter une dose d'auto-organisation. N'empêche que le résultat, il était là il y a 2 semaines. Franchement, c'était assez incroyable. On a fait ça parce que c'est une nécessité, vraiment dans la période, une nécessité absolue de lutter contre le fascisme. Et la manifestation la plus absolue du fascisme en ce moment sur la planète, c'est le génocide qui se passe en Palestine. Mais c'est aussi quelque chose qui nous prend au nez ici, et aussi avec cette liste, cette nouveauté d'une liste RN qui veut se monter à Ivry. Ils veulent tenter l'aventure. Alors c'est un peu curieux parce que dans les interventions précédentes, on a presque l'impression qu'on est dans une ambivalence entre on va être en opposition à Ivry, n'empêche qu'ici, à Ivry, en fait, on est majoritaire. À Ivry, c'est nous qu'on est chez nous, comme ils aiment bien le dire, les fachos. Donc, concernant le Rassemblement national, assumons-le, ici, on veut les écraser, politiquement, hein, mais on veut le faire. Donc, n'empêche que, pour ça, il faut rendre notre liste, qui est originale, quand on voit ce qui est fait ailleurs, il faut la rendre désirable. C'est Pascal, pas le grand frère, c'est Pascal le sénateur qui l'a dit. Il faut que ça donne envie de voter, quoi. Donc, pour le NPA, on pense que d'ici le 29 novembre, on pourrait trouver un autre nom à la liste. Voilà, désolé de jeter le pavé dans la mare. On ne réglera pas le problème ce soir, mais voilà, on a du bol quand même en France. Il y a plein de synonymes et on peut trouver, en faisant un petit puzzle, un petit assemblage, quelque chose qui corresponde à cet objectif politique qui est l'unité, la solidarité, le côté populaire. Et le côté ivrien, évidemment, parce qu'on aime Ivry, pourquoi pas le côté antifasciste. Donc on a fait une proposition officielle, hein, nous, le NPA, aux autres orgas qui sont destinés à être sur cette liste unitaire, pour qu'on essaie quand même de trouver collectivement un autre nom que toutes et tous ensemble pour Ivry. Tu trouves ça un peu trop mou du genou? Voilà, c'est ça. C'est un peu fade et que voilà, on peut donner un autre exemple au reste de la gauche en France. Donc on a testé comme ça avec une copine qui s'appelle Marion qui est là. On avait testé quelques propositions. Donc ça pourrait être le Front populaire ivrien, Ivry social, écologique et populaire. On a même osé le bloc ivrien social et écologique, ça fait BISE. Voilà. Si on rajoute le A de antifasciste, ça peut devenir carrément déglingo, mais bref. Pour le coup, c'est une vraie proposition. On y va pour la gagne, que ce soit un exemple pour tout le monde. Donc voilà, dans la joie et la détermination, je pense qu'on peut faire mieux. Voilà. Merci. Juste une bêtise pour réagir à l'intervention de Simon. La première liste communiste conduite par Marin, qui a été élue en 1925, c'était la liste du bloc ouvrier et paysan. Donc peut-être qu'on pourrait... Je vais reprendre. Alors bonsoir tout le monde, je me présente Felda. Alors je suis une jeune mère de famille, je suis née et j'ai grandi à Ivry. J'ai un peu de jambes avec Kamel Dalim. Donc voilà. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir intégré une grande école, une école américaine, qui accueille le combat pour Adama et la formation Génération Leader. Et je tiens à dire clairement que si Génération Leader existe, si des jeunes comme moi ont pu être formés, accompagnés et encouragés, c'est aussi grâce au soutien de la ville d'Ivry. Merci Philippe, parce qu'il a vraiment il soutient le combat depuis des années. Donc vraiment un grand merci Philippe. Alors, ce soutien a ouvert des portes à notre jeunesse. Il a donné de l'espoir, des outils et une vraie direction. Aujourd'hui, j'ai créé mon association, Ma Cuisine et ses valeurs, une association qui met en valeur les diversités culturelles, qui sont la richesse de cette ville. Et ma volonté est simple. Aujourd'hui, j'aimerais mettre au service de ma ville, celle où je suis née, où mes enfants sont nés, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis. Je veux que d'autres jeunes et d'autres familles puissent bénéficier des mêmes opportunités que celles que j'ai reçues. Je suis la preuve que lorsqu'on croit en la jeunesse
et qu'on lui donne les moyens d'avancer, elle peut aller très loin. Merci. Sacré arrière-gauche Conda. Ton talent n'a pas été assez reconnu. Déjà, je t'en prie. Je suis là pour remercier Monsieur le maire, Monsieur Philippe, tout ce qui est relations sociales, tout ce qui est. Et j'arrive pas à reculer, j'arrive pas à faire marche arrière. Aujourd'hui, là, je vous félicite, Monsieur Philippe. Et on est avec vous, avec le cœur, et tous les élus, vraiment, on est une famille. On ne peut pas dire quelque chose plus que ça. Désolée parce que j'ai parlé comme ça, j'ai rien préparé, mais tout ce que je dis, vraiment, juste mon souhait, mes enfants seront comme moi. Ils trouvent Ivry comme elle est. Je vous remercie. C'est la meilleure des façons de terminer ce moment. Philippe, je te laisse évidemment l'honneur de conclure cette soirée. Peut-être un petit mot déjà pour excuser LFI. Ah oui, on a oublié de dire. Alors d'abord, tout à l'heure, on a beaucoup parlé de notre liste des conseillers municipaux associés qui n'auront besoin ni d'être français, ni d'être de nationalité européenne pour être sur notre liste. Et moi, j'ai quelques idées de candidature. Voilà. Voilà. Et ce que je veux, oui, il faut qu'on excuse nos amis de la France Insoumise qui ce soir ont été retenus par un hommage public à un de leurs conseillers régionaux qui est décédé, qui s'appelait Philippe Juravert, et donc ils se sont excusés. Et ce que je voudrais dire, trois choses, je vais essayer de me limiter à ça. D'abord, je crois que ce qui, comme Pascal l'a dit tout à l'heure, Pascal le grand frère. Pascal le grand frère, tiens, ça va rester ça. C'est la question de la chaleur, de la solidarité et de l'humanité. Et plusieurs d'entre vous l'ont dit, l'avenir, ça va pas être forcément, on va essayer de se battre pour changer la société, mais on va aussi avoir beaucoup besoin de résistance et de combat. Ça ne peut pas être, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, je crois que c'était Célia qui le disait, il y a plein de choses qui ne vont pas à Ivry, il faut qu'on se donne l'objectif de les améliorer, mais il faut aussi qu'on évite de tomber dans le piège de la promesse électorale qu'on ne pourra pas tenir. Et tout ce qu'on pourra obtenir, on l'obtiendra par des combats, en l'arrachant et en se mobilisant tous ensemble pour continuer à faire d'Ivry ce qu'elle est aujourd'hui, une ville solidaire, une ville métissée et une ville populaire. Ça, c'est très important. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'un des axes, à mon avis, qui sera déterminant dans le programme, c'est vraiment la question de faire d'Ivry un bouclier, de faire d'Ivry un rempart, de faire d'Ivry une ville qui protège ses habitants contre tous les risques et tout ce qui leur tombe sur la tête en ce moment. Et je voudrais rendre hommage à tous les combats qui se mènent à Ivry de ce point de vue-là. Tout à l'heure, il y avait Naram qui était dans la salle, je ne sais plus si elle est toujours là, elle a peut-être dû partir, mais ce que disait Gilbert Dumortier aussi tout à l'heure, sur les gens qui sont les plus en difficulté, je pense aux centaines d'enfants, tenez-vous bien, qui aujourd'hui vivent dans les hôtels du 115, qui fréquentent nos écoles et qui, à chaque moment, quand il y a une fin de prise en charge, de la prise en charge de leur famille, on les envoie à l'autre bout de l'Île-de-France, on interrompt leur scolarité, etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que dans notre programme, on dise, on sacralise les enfants qui sont scolarisés à Ivry. Et on arrête... Et on arrête on a été capable en 1936 dans cette ville d'accueillir les gamins réfugiés espagnols et on doit se faire un rempart pour éviter qu'il y ait des mômes qui voient leur scolarité interrompue pour aller dans un hôtel du 115 à l'autre bout de l'Île-de-France. Donc il va falloir qu'on se batte sur des sujets comme ça et qu'on oblige l'État. Ce qu'a dit Pascal sur tout à l'heure, le droit à une alimentation de qualité pour tous, c'est aussi un véritable enjeu. C'est pas normal qu'il y ait des centaines et des centaines de nos concitoyens qui n'aient comme seul choix de nourriture et d'accès à des denrées
que les surplus de la production de la grande distribution. Ce que fait par exemple l'Étal solidaire dans cette ville est une expérience formidable dans le lien. Et ça nous, je donne que quelques exemples des combats qui se mènent, mais il y a tous ces combats-là, il faut qu'on les retrouve dans notre programme et il faut qu'on les retrouve dans le dynamisme de notre ville. Et je crois que c'est tout à l'heure Amélie qui disait il faut aussi qu'on prépare la ville de l'après. C'était pas seulement une allusion à l'après, c'était de l'après si en 2027 il se passait des choses négatives dans notre pays et si en 2027 la gauche de transformation de ce pays n'était pas en capacité de se rassembler, de s'unir et de regagner le pouvoir à l'échelle nationale, ben il faudra qu'Ivry résiste encore plus fort. Et on sera plus fort pour résister, plus on sera divers sur la liste que j'espère conduire et qui va se construire petit à petit, et on sera plus fort si le taux de participation aux élections municipales est sans appel et mobilise le plus grand nombre possible d'électrices et d'électeurs. Et ça, on peut compter sur chacune et chacun d'entre vous, d'entre nous, pour pouvoir faire avancer tout ça. Alors maintenant, on va se mettre très concrètement au travail, puisque tu l'as rappelé tout à l'heure, Mejdaline, on fera un autre rendez-vous très public le 29 novembre. On va essayer de trouver une école, un endroit pour travailler collectivement sur le programme. Le 29 novembre, c'est vraiment demain, hein, il nous reste très peu de semaines, 10 jours, donc il va falloir y travailler. On ne va pas régler le programme en une seule journée de ruche dans une école d'Ivry, comme on l'avait fait à Makarenko la fois précédente. On va trouver un lieu, on va travailler, et on ébauchera le programme tous ensemble et on continuera à le creuser avec des ateliers de travail, etc. Et l'autre chantier qui est devant nous, c'est celui de la désignation du prochain tiers citoyen et de la désignation des conseillers municipaux associés, nos communautaires, parce que j'ai senti dans cette salle votre très grand enthousiasme sur ça, et on va y arriver. Mais vraiment, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir été là ce soir, et donc j'espère vous retrouver encore plus nombreux. On va y travailler le 29 novembre prochain, et merci à toi Mejdaline.